On a une image de l'élevage comme quelque chose d'un peu figé, d'un peu intemporel. C'est pour ça que j'ai commencé en vous mettant cette belle planche de Benjamin Rabier, qui était un dessinateur du début du XXe siècle et qui avait fait beaucoup d'illustrations animales. Et cette planche, justement, illustre un peu cette idée de monde intemporel. D'ailleurs, je crois que c'est la planche que Jocelyne Porcher a pris pour son livre de synthèse, le dernier livre qu'elle a sorti, et avec cette idée, justement, d'élevage intemporel. Et en réalité, l'élevage n'a jamais été intemporel. L'élevage, c'est quelque chose qui bouge et qui a une histoire. Et je vais prendre donc le cas des vaches laitières. Et les vaches laitières, pourquoi ? Parce que jusqu'au XIXe siècle, la plupart des vaches ne sont pas spécialisées, contrairement à ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'on a des vaches polyvalentes. D'abord, il y a beaucoup moins de vaches que maintenant, évidemment, et des vaches polyvalentes, c'est-à-dire dans les fermes, ce sont des vaches qui servent essentiellement au travail, à tirer la charrette, à tirer la herse ou la charrue, qui donnent un veau de temps en temps, un petit peu de lait, et des vaches qui sont mangées au bout de 25 ans à peu près. On ne tue pas les vaches pour manger leur viande. Donc elles sont très peu nombreuses, elles sont utilisées d'une manière donc très différente de la nôtre. Et c'est à la fin 18e, début 19e siècle que l'on va se mettre à convertir ces vaches, soit en direction de la production de viande, soit en direction de la production laitière. Et alors, cette conversion va se traduire par une multiplication du nombre de vaches entre 19e et 20e siècle, et puis aussi par la transformation de ces animaux. Alors, il y a deux transformations. Il y a une transformation physique et une transformation, on pourrait dire, psychologique, une transformation comportementale. Alors, la transformation physique, elle est entreprise au XIXe siècle, en France. En Angleterre et aux Pays-Bas, ça commence plus tôt, ça commence dès le XVIIIe siècle. Donc elle est entreprise au XIXe siècle, et elle est entreprise selon deux critères, des critères de production. Il faut que l'animal produise plus. Mais ces critères de production sont liés, pense-t-on, à des critères de beauté au sens très large du terme. Et là, ce qu'on va développer, c'est le sens de la beauté géométrique. Et vous l'avez avec ce bœuf de boucherie. Le beau bœuf de boucherie, comme la belle vache laitière, doit rentrer dans un format géométrique qui est là, le format rectangulaire. Et ce qui doit dépasser doit être le minimum, c'est-à-dire les pattes, la tête. Et c'est une vision qui va permettre ou qui va entraîner la reconfiguration de tous nos animaux. Alors voilà la même vue de dessus. Alors on va commencer, donc vous voyez que le bœuf de trait n'a pas du tout la même forme. Vous avez le bœuf de trait ici, il n'a pas du tout la même forme que le bœuf de boucherie. Le bœuf de trait est un animal très robuste au niveau osseux parce qu'il doit tirer, il doit travailler, alors que le bœuf de boucherie, c'est exactement l'inverse, on reviendra dessus après. Et alors ce critère géométrique est appliqué un peu pour tout. Vous voyez, il n'y a pas simplement le corps, mais il y a aussi, par exemple, le frontal. La surface entre la base des cornes et le haut des yeux doit rentrer dans un rectangle. Et on va comme ça façonner totalement ces animaux. Alors au départ, les vaches laitières, on les façonne sous la forme du triangle. C'est-à-dire que c'est l'arrière-train, pense-t-on, qui doit être développé, parce que là, c'est là que se trouvent les mamelles. Et puis, on pense qu'il faut des vaches osseuses dans le sens où pas des vaches obèses, pour qu'elles concentrent toute leur énergie en direction de la production de lait. Alors ça, c'est un tableau de Van Gogh. Alors, il l'a peint fin 19e siècle, parce qu'en fait, à fin 19e siècle, c'est déjà un modèle ancien, ce modèle de vache-là. Il a été plutôt configuré au début du XXe siècle. Mais il y a des régions, comme la Provence, où on a encore ce type de vache. Et en fait, le modèle qui va s'imposer, alors on va créer comme ça toute une série de races, et le modèle qui va s'imposer, c'est en fait le modèle rectangulaire. Alors voilà par exemple la normande du début du siècle, vous voyez c'est marqué ancienne race. Et ce qui caractérise ces normandes, c'est qu'elles sont de couleurs très variées.
Hein, il peut y en avoir des noires, totalement blanches, etc., etc. Parce que la notion de race chez les paysans à l'époque n'est pas la notion de race qui va s'imposer. Fait partie d'une race tous les animaux qui sont nés dans une région. Hein. C'est ça la notion de race. Et dont on connaît les parents. Donc que l'animal soit bleu, blanc, noir, ça n'est pas important. Et la notion qui va s'imposer ensuite, c'est la notion de race zoologique, c'est-à-dire fait partie d'une race, tous les animaux semblables à leurs parents, mais semblables au niveau biologique. Hein, c'est pas forcément qu'ils sont nés dans la même région, mais qu'ils sont semblables au niveau de la forme, par exemple, ou de la couleur de la robe. Alors voilà l'ancienne race qui va donner, donc, un siècle plus tard, la nouvelle race, la race normande telle qu'on la connaît maintenant. Elle n'a pas beaucoup changé. Et vous voyez que c'est une race, c'est une vache que l'on veut plus fine et puis concentrée en direction des mamelles. Et elle rentre très bien dans le rectangle. Hein. Vous voyez par exemple l'arrière-train. Ici, l'arrière-train n'est pas droit. Hein. Eh bien, un siècle plus tard, on a configuré les vaches pour qu'elles rentrent dans cette configuration rectangulaire. Un exemple encore plus frappant, c'est la Montbéliarde dans l'entre-deux-guerres. Alors la normande, il a fallu un siècle pour la transformer. La Montbéliarde, elle va être transformée très rapidement dans l'entre-deux-guerres. Voilà l'ancien modèle de Montbéliarde. C'est une vache polyvalente et donc avec un arrière-train très gros parce qu'elle doit tirer, elle doit travailler. Hein, et avec des cornes très évasées, les fanons aussi très évasés. Et ça, c'est le modèle, on pourrait dire, habituel dans les campagnes jusque vers 1920. Et voilà le nouveau modèle que l'on crée à cette époque-là. Et c'est le modèle auquel on est habitué. Hein. On y est tellement habitué que maintenant, quand on regarde l'ancien modèle, on a l'impression que cette vache-là, elle est faite de bric et de broc. Hein, c'est pas la vache auquel on est habitué. La Montbéliarde auquel on est habitué, ben vous voyez, elle rentre elle aussi dans son rectangle. Hein, et on a réduit au maximum tout ce qui en sort, les pattes, la tête, etc., pour que tout soit concentré sur l'énergie productive. Alors, cette image pour vous montrer que ça ne concerne pas que les vaches, ça concerne tous les animaux. Voilà un mouton anglais du début du 19e siècle qui a été formalisé, transformé, et on retrouve donc ce rectangle dans lequel il peut s'inscrire. Ça concerne aussi les chiens, les chats, tous les animaux domestiques ont été concernés au XIXe siècle par cette transformation. Voilà le chien de Brie, un chien de Beauce, pardon. C'est une planche que l'on trouve dans Buffon, dans l'histoire naturelle. C'est un chien qui commence à se répandre à l'époque parce que le nombre de moutons se développe beaucoup. Donc c'est un chien de berger, très véloce. Et le voilà, un siècle plus tard, c'est ce qui va donner le Beauceron. Et ce chien de Beauceron, il est évidemment beaucoup plus gros, beaucoup plus mastic. Alors on a représenté des moutons derrière pour rappeler son ascendance de chien de berger, mais en réalité, les Beaucerons ont été transformés, non pas pour les paysans, mais pour la clientèle urbaine, pour en faire un animal de compagnie. Et alors, ça rentre dans cette idée d'une variation très forte, je vous disais variation de l'élevage, mais aussi variation des animaux. Voilà un graphique qui montre la variation de taille des bovins en Europe, en gros depuis l'âge du fer jusque-là l'époque moderne, c'est-à-dire les 16e, 18e siècles. Et vous voyez qu'il y a augmentation à l'époque romaine, puis diminution le long du Moyen-Âge, et réaugmentation à la fin du Moyen-Âge, durant l'époque moderne. Et si le graphique était poursuivi, on aurait une courbe là qui monte très très fortement jusqu'à nos jours. Autre exemple est le porc. Hein. Voilà un porc du XVIIIe siècle, c'est un porc marcheur. On le trouve aussi dans Buffon parce que les porcs connaissaient la transhumance. On les emmenait en forêt et les porcs pouvaient faire 30, 40, 50, 100 km. Donc c'était des animaux très musclés. Et voilà ce qu'on en fait un siècle plus tard. Hein, c'est le porc, alors là, qui ne bouge plus, qui rentre dans son rectangle, lui aussi. Hein, il est formalisé. Là, c'est une race allemande, mais les races françaises ou anglaises sont les mêmes.
Et c'est un animal, évidemment, qui est incapable de faire 10 km. Et vous voyez à quel point on a réduit la place des membres par rapport à la surface qui doit produire la viande. Alors ça se traduit évidemment par des transformations internes. Voilà le squelette du bœuf de trait. C'est un animal où le squelette est très important, avec cette surélévation à l'arrière, parce qu'il faut pouvoir tirer la charrue, la charrette, etc., etc. Donc il y a beaucoup plus de place donnée au squelette qu'au reste du corps. Et par contre, le bœuf de boucherie, c'est l'inverse. On va par sélection diminuer la place du squelette, donc il va avoir des membres plus légers, des os plus légers, et à l'inverse, vous voyez qu'on augmente la matière en viande, en graisse, etc., qui va être la matière de production. Ce qui entraîne évidemment pour ces bœufs des gros problèmes encore actuellement, c'est-à-dire par exemple des problèmes de soutien ou des problèmes de locomotion. Alors des problèmes dont on n'est pas très conscient, parce qu'évidemment ces bœufs sont abattus très rapidement. Ils sont abattus au bout de 2, 3 ans, 4 ans, avant que les problèmes de rhumatisme ou les problèmes simplement de pouvoir se tenir debout ne se développent vraiment. Mais si on laissait ces animaux vivre tels quels avec cette conformation-là, ils auraient d'énormes problèmes et de plus en plus de problèmes en vieillissant. Et en fait, ils ne sont plus conformés pour vivre longtemps, ils sont conformés pour être abattus rapidement. Alors ça va très loin, cette transformation, je termine là-dessus pour le physique avec la race blanc-bleu, qui est une race nouvelle, qui a été inventée en Belgique. C'est une race spécialisée dans la production de veaux de boucherie. Et donc on a voulu faire en sorte que ces vaches donnent des veaux qui sont déjà importants lorsqu'ils naissent, de manière à ce que le temps d'élevage soit relativement rapide entre la naissance et la vente à la boucherie. Le résultat, c'est qu'effectivement, on a obtenu par croisement, sélection, des vaches qui vont donner naissance à des veaux déjà très importants, avec un problème, c'est que les vaches n'ont pas suivi, et les veaux ne peuvent plus les vaches ne peuvent plus véler par les voies naturelles, et donc systématiquement, on leur fait des césariennes, et vous avez là un exemple de vache qui vient de véler, enfin de mettre bas par césarienne, parce que l'animal ne s'est pas... la transformation était trop rapide, l'animal ne s'est pas transformé lui-même. Donc vous voyez, il y a avec cet élevage laitier, mais c'est la même chose, on vient de le voir pour l'élevage à viande, les transformations sont extrêmement importantes, et nos vaches n'ont pas grand-chose à voir avec les vaches du début du 19e siècle. Une vache du début du 19e siècle, une vache moyenne, c'est autour de 200 kilos. Les vaches bretonnes ou les vaches corses font autour de 100 kilos. Elles sont relativement petites. Maintenant, nous avons des vaches beaucoup plus hautes, et une vache moyenne, c'est autour de 1000 kilos. Autrement dit, on a multiplié par 10 le poids en 2 siècles, ce qui est une transformation absolument considérable. Alors, ça, ce sont les transformations physiques, mais on peut aussi se poser la question du vécu. Comment ces vaches ont-elles vécu cette transformation ? Soit c'était des vaches polyvalentes, rustiques, qui travaillaient à la ferme, soit c'était des vaches, c'était le cas par exemple dans les Pyrénées, en Normandie aussi, en Bretagne, dans beaucoup de régions, des vaches qu'on laissait toute l'année en troupeau, qu'on laissait paître dans les landes ou dans les forêts, et puis on en récupérait une lorsque on voulait la manger, ou lorsque, pour récupérer le lait, si elle mettait bas. Mais ces vaches avaient donc une autonomie relativement forte. La conversion laitière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une transformation très forte de la vie, puisqu'il va falloir ramener ces vaches, notamment par exemple en Bretagne, en Normandie, dans les Pyrénées, il va falloir ramener ces vaches près des fermes. On ne peut plus laisser les vaches en troupeau 6 mois ou 7 mois de l'année, puisqu'il faut pouvoir récupérer le lait rapidement. Et si possible, le récupérer tous les jours. Et donc on le voit bien là avec ce tableau d'une campagne normande,
Les vaches vont être ramenées autour des fermes, ce qui nous paraît comme l'élevage habituel, traditionnel, comme on dit maintenant, traditionnel, en croyant qu'il existe depuis la domestication. C'est en fait quelque chose de tout à fait récent. Ça se met en place en Normandie, en gros dans la seconde moitié du 19e siècle. Et donc on a cette proximité de la ferme et avec cette idée donc de traite. Parce que la conversion laitière, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que ces vaches doivent avoir des veaux d'une manière régulière. Donc c'est pas une fois de temps en temps, mais c'est au moins une fois par an. C'est, deuxième chose, allonger la période de lactation. En fait, autrefois, la période de lactation était relativement brève parce qu'elle servait pour le veau et ensuite la vache se tarissait. Mais si on garde cette période de lactation, la production de lait va rester relativement faible. Donc l'idée, c'est d'augmenter la période de lactation. Alors comment l'augmenter ? On va le faire à la fois en sélectionnant des individus plus aptes à avoir une période de lactation plus importante, et puis parce que on va appeler une gymnastique adaptée. J'ai trouvé ça chez un vétérinaire dans la région de Montbéliard, dans l'entre-deux-guerres, où il assiste à la conversion laitière. Et justement, à la fois il faut sélectionner les bêtes, mais aussi il faut faire cette gymnastique fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on traite les vaches, même s'il n'y a pas de lait, on traite les vaches une fois, 2 fois, 3 fois par jour. C'est une espèce de gymnastique fonctionnelle. Dans l'esprit de ces vétérinaires ou des zootechniciens, il s'agit en gros d'amorcer la pompe. Il faut que l'animal soit éduqué à cela. Et puis donc alors, véler plus souvent, période de lactation plus importante, et puis produire plus de lait. Alors cette conversion laitière, elle ne se fait pas donc en une journée, évidemment, parce qu'on a des vaches qui n'étaient pas du tout sur ce modèle-là, qu'il va falloir transformer, et on a des vaches donc qui vont vivre cela d'une manière relativement difficile. On a un texte extraordinaire d'un vétérinaire de l'école vétérinaire de Lyon, qui, dans les années 1820, a l'idée de se promener dans les monts du Lyonnais, à l'époque même où, dans ces campagnes, on transforme les vaches polyvalentes en vaches laitières pour pouvoir vendre le lait à Lyon. Le lait qui est en train de connaître un changement de statut. Jusqu'au XVIIIe siècle, le lait est un médicament. Et à partir du XIXe siècle, ça commence dans les grandes villes, le lait va devenir un aliment de consommation courante. Alors, les Parisiens, au milieu du XIXe siècle, boivent 1 verre de lait par jour. Donc c'est encore très faible par rapport à ce que nous consommons en France actuellement. Mais c'est beaucoup par rapport à ce qu'on consomme dans les régions françaises de l'époque. On consomme très très peu de lait. Donc il assiste à cette conversion laitière et il voit notamment les résistances des vaches. Et il raconte très bien comment ces vaches soit se fatiguent très vite, elles ne sont pas habituées à veler sans arrêt, à produire du lait, etc. Donc elles fatiguent beaucoup. Et puis elles se tarissent. Elles ont encore la possibilité à l'époque de se tarir à volonté. Donc elles se tarissent et on leur prend leur veau. Et résultat, devant cette résistance des vaches, eh bien, ce vétérinaire décrit les ruses des paysans pour arriver à entre guillemets, soudoyer leurs vaches, ou du moins à vaincre cette résistance. Donc c'est soit on met le veau d'un côté de la vache qui va téter d'un côté, et puis on traite de l'autre côté avec les autres trayons, soit on met un veau pour 2 vaches, et celle qui a perdu son veau se console comme cela. Et là aussi, le vétérinaire montre bien à quel point ces vaches sont traumatisées par le fait de perdre rapidement leur veau. Soit il y a aussi toute une tactique de friandise, et il y a des vaches, évidemment, qui comprennent que si elles ne se tarissent pas, elles recevront plus de friandises. Donc il y a vraiment une espèce d'adaptation entre les uns et les autres. Autre chose aussi dans cette conversion laitière, Émile Zola dans La Terre, si vous le connaissez, en parle très très bien. La conversion laitière va faire que
ces vaches vont se mettre à vivre auprès des hommes beaucoup plus fortement qu'auparavant. Les vaches des Pyrénées qui étaient en troupeau dans les forêts vont se retrouver séparées dans des fermes à une, deux, trois vaches par ferme et avoir beaucoup plus de contact avec les hommes qu'elles n'en avaient auparavant. Et parce qu'il faut se laisser manipuler. En plus, ces vaches vont être pansées, étriées, traitées 2-3 fois par jour. Et on voit très bien, et ça les témoignages le disent, les paysans de l'époque remarquent que c'est avec les femmes que ça marche le mieux. Il y a une affinité qui se met en place, les femmes sont moins brutales, et c'est avec les femmes que les vaches acceptent le mieux de donner leur lait. Ce qui fait que les historiens actuellement font souvent des contresens, notamment les historiens qui travaillent sur l'histoire du genre vont dire oui, mais on a donné ces métiers-là aux femmes parce que c'est des métiers dévalorisés. Non, quand on regarde les textes de l'époque, si les laitiers sont surtout des laitières, c'est avant tout pour des raisons de meilleure entente entre les femmes et les vaches, alors qu'avec les hommes, c'est beaucoup plus délicat. Et donc, c'est une vie très différente que vont connaître ces vaches de la première époque de cette conversion laitière. Une vie donc à 2 ou 3, comme je vous le disais, avec des fréquences, des relations très fréquentes avec les hommes, et notamment avec les femmes. On retrouve là cette femme. Et dans la Terre, justement, Zola voit et raconte très bien la liaison qui est très proche, très sensible, qui s'est mise en place entre une paysanne et sa vache. Dans la plupart des fermes du 19e siècle, on a une vache, voire 2, 3. À plus, c'est vraiment c'est la fortune, c'est Crésus. Mais la plupart des fermes n'ont que 1 ou 2 vaches. Et encore, vers 1850, déjà avoir une vache, c'est un signe de richesse. On est riche avec une vache en 1850, on est pauvre avec une vache en 1900. Les choses, là aussi, changent, parce qu'en 1900, les paysans ont plutôt 2, 3, 4 vaches. Là aussi, les niveaux évoluent. Alors donc, il y a une espèce de sociabilité nouvelle, et aussi une condition nouvelle. Ces vaches vont être bien mieux alimentées que ne l'étaient les précédentes. Les vaches rustiques étaient nourries d'une manière assez rustre, et puis volontiers rudoyées, puisqu'elles devaient travailler. Donc on trouve des documents de vétérinaires du 19e siècle qui racontent qu'ils voyaient beaucoup de vaches avec d'anciennes fractures qui se sont consolidées un peu comme on peut et qui viennent justement de coups portés par les paysans au moment du travail. Ces vaches-là vont avoir une condition entre guillemets privilégiée dans le sens où elles vont se voir pansées, étriées, beaucoup moins violentées que les précédentes et puis beaucoup mieux nourries. Parce que les paysans comprennent que l'amélioration de la nourriture, beaucoup mieux nourrie en quantité, mais aussi en qualité. Et les paysans vont comprendre qu'une meilleure qualité d'alimentation va faire plus de lait et un lait de meilleure qualité. Mais on va voir aussi apparaître des problèmes à cette époque-là, l'époque donc de la conversion laitière, parce qu'on comprend qu'il faut mieux nourrir ces vaches, mais la production agricole à l'époque n'arrive pas encore à suivre. On est au début de la révolution agricole, ce qui fait que dans beaucoup d'endroits, on donne plus à manger qu'autrefois, mais on ne donne pas suffisamment par rapport à ce qu'ont besoin les vaches, des vaches qui se mettent à produire de plus en plus de veaux et à produire de plus en plus de lait. Et on voit apparaître des phénomènes, notamment les phénomènes de coprophagie, c'est-à-dire les vaches qui se mettent à manger les excréments. On sait maintenant que c'est un signe de sous-alimentation. Ou alors qui se mettent à lécher de partout, et ça on a des témoignages, des textes de l'époque qui le racontent, les vaches qui se mettent à lécher les poteaux, les parois, etc. C'est un signe de carence. Et on n'a pas de texte qui raconte cela avant la conversion, et on n'en aura pas après, je vous le redirai, parce que les vaches vont être transformées. Et puis on voit aussi apparaître autre type de problème, ce sont les maladies des mamelles.
Parce qu'évidemment, les paysans qui se mettent à traire leurs vaches une fois par jour, c'est déjà une grande nouveauté, une fois par jour, hein. Puis ensuite 2 fois, puis 3 fois au XXe siècle. Évidemment, on le voit très bien ici, l'hygiène est très très réduite. Et donc, on se met à traire les vaches avec des mains sales et on transmet évidemment tous les problèmes de bactéries, de microbes, avec donc des problèmes d'inflammation des mamelles et l'inflammation notamment des trayons. Alors, cette conversion laitière, oui, je m'arrête là. Cette conversion laitière, elle aurait été sans cesse à refaire, génération de vaches après génération de vaches, s'il n'y avait pas eu la sélection. Et en fait, on va sélectionner, en même temps qu'on fait une éducation fonctionnelle, comme je vous le disais, on va sélectionner ces vaches. Et on va les sélectionner comment ? Eh bien, entre guillemets, on va sélectionner, je dis bien entre guillemets, hein, les mauvaises mères, c'est-à-dire les vaches qui ne sont pas ou qui sont moins attachées à leur veau, et donc qui ne vont pas se tarir ou qui ne vont pas diminuer leur production si on leur enlève le veau. Et inversement, les vaches résistantes, eh bien, on ne va plus les faire se reproduire, on va les envoyer à l'abattoir. Et en fait, par ces sélections, on va sélectionner des tempéraments, des comportements, et évidemment, on va faire en sorte, au bout de quelques générations, que ce sera tout le troupeau qui aura ce tempérament-là, adapté à la fonction laitière. Hein, à tel point que de nos jours, les Primolstein, si vous laissez une Primolstein, qui est la vache qui produit le plus de lait, si vous lui laissez son veau, elle est perturbée par la présence du veau. Hein, on est passé totalement à l'inverse, hein, de vaches perturbées par l'absence de leur veau, ce qui était la situation normale, à des vaches maintenant qui, si on leur laisse leur veau, elles ne savent pas quoi en faire. Et ça se répercute sur la production de lait. Donc c'est par sélection de certaines vaches les plus adaptées, les plus collaboratrices avec les hommes finalement, que l'on va arriver à une deuxième phase. C'est la phase, alors là c'est la phase habituelle, la phase qu'on a tendance à transformer en image d'Épinal. C'est la phase, en gros, je dirais, alors ça dépend des régions, mais c'est seconde moitié 19e, première moitié 20e. Hein. Et c'est cette phase-là qu'on retient comme image un peu d'Épinal et qu'on croit être l'élevage tel qu'il a toujours existé. Hein. Alors, le fait majeur, c'est que dans cette deuxième étape, la lactation importante, prolongée, est devenue normale. Hein, la plupart de ces vaches, parce qu'elles ont été sélectionnées, ont maintenant une lactation normale. Et on voit très bien que les textes, par exemple, ne parlent plus de résistance bovine. C'est pas que les hommes ne la voient plus, c'est qu'en fait, par sélection, des tempéraments adaptés, on voit disparaître cette résistance. Hein. Deuxième caractéristique, on va transformer le vêlage. Auparavant, le vêlage était au printemps. C'est le vêlage naturel au printemps, comme ça la mère peut refaire ses forces avec de l'herbe de printemps qui est de meilleure qualité. Le problème, c'est qu'à l'époque, au XIXe siècle, on ne boit pas du lait l'été. Comme ça reste encore dans beaucoup de gens, pour beaucoup de gens un médicament, le lait se boit l'hiver. Donc produire du lait au printemps, ça n'a pas d'intérêt. Donc on va transformer le vêlage et on va développer à ce moment-là le vêlage à l'automne, de manière à ce que les vaches produisent en fin d'automne, début d'hiver, par rapport à la consommation de l'époque. Et puis, on va résoudre aussi la question du veau. Hein, la question du veau, dans la première étape, conversion forcée, on la faisait un peu en tâtonnant. Eh bien, on la résout ici par la séparation, de plus en plus rapide, séparation des veaux, avec 2 types de veaux, enfin mâle ou femelle. Les veaux que l'on pense être ensuite de bons producteurs, on va les garder. Et puis ceux qui apparaissent de moins bons producteurs, eh bien, on va les envoyer à la boucherie. Et c'est l'époque où on va apparaître l'alimentation des veaux en batterie. Hein. On tient ces veaux dans des... Vous voyez, ils ne bougent plus, hein, ils tiennent dans des cages et on les nourrit. Parce qu'on a compris, et ça, c'est pas une invention des industriels, hein, contrairement à ce que disent des sociologues actuels comme Jocelyne,
qui pensent que l'élevage industriel est une invention d'industriels. Non, les principes de l'élevage industriel sont inventés par les paysans au XIXe siècle. Ils comprennent très bien, par exemple, que leurs cochons, si on les tient dans des sous, dans des petites baraques, qu'on les nourrit beaucoup et qu'on ne les fait pas bouger, ils vont grossir énormément. Hein. Et c'est le même principe ici. Moins l'animal bouge, plus on le nourrit et plus il grossit. On va aussi... j'ai pas marqué... Voilà, il y a une erreur de... On va aussi changer l'alimentation. Alors, pas changer totalement, c'est-à-dire qu'à l'époque, on se rend bien compte, malgré la révolution agricole, que on ne produit pas assez, notamment en herbe, par rapport à ce que les vaches ont besoin, puisqu'on leur demande de produire de plus en plus, donc il faut qu'elles mangent de plus en plus. Et c'est l'époque donc où on voit apparaître des aliments de complément, hein, pas des aliments encore de remplacement, mais de complément. Par exemple, le maïs, la betterave, les navets, les choux, les tourteaux d'arachide, hein, par exemple, dont on a une image, une publicité ici, les tourteaux de colza, etc., etc. Hein. Et ce qui veut dire que pour ces vaches ne vont plus manger que de l'herbe. Il va falloir qu'elles s'habituent à manger autre chose que de l'herbe, donc apprendre à broyer et à digérer, par exemple, du maïs, des tourteaux, etc., etc. Et ça, c'est une période où l'éducation n'a pas été évidente. Là aussi, il y a des vaches qui se sont adaptées à cette alimentation de complément, donc on a favorisé en les faisant se reproduire, et celles qui ne s'adaptaient pas, elles sont parties direction boucherie sans se reproduire, pour que la race parte dans le sens que l'on veut. Autre nouveauté aussi, on voit ça par exemple en Normandie au début du XXe siècle, c'est l'idée, c'est un peu la même idée qu'ici, c'est l'idée de sortir de moins en moins les vaches et de les nourrir sur place, parce qu'on s'aperçoit qu'en les sortant de moins en moins, en les laissant à l'étable, eh bien, elles produisent plus. Soit si c'est vache à viande, soit si c'est vache à lait, elles produisent beaucoup plus. Donc on va avoir une idée de les garder. En plus, on peut mieux les surveiller, on peut les traire plus souvent, hein, et on va avoir donc cet aspect-là. Mais avec une conséquence très importante, c'est que jusque vers 1950, ces vaches qui vont se mettre à être gardées de plus en plus, là vous avez une vache en Normandie, de plus en plus gardées dans les étables. Les étables jusque vers 1950, ce sont des étables qui, au niveau hygiène, posent énormément de problèmes. Ce sont des étables extrêmement médiocres. Et donc, on va voir apparaître de nouvelles maladies à cette deuxième époque donc des vaches laitières. Ce ne sont plus des maladies de carence, par exemple, comme au début de la conversion. Ça disparaît. Disparaissent aussi les maladies des mamelles, parce qu'on a sélectionné les vaches qui avaient moins de maladies, mais on voit apparaître d'autres maladies, on voit apparaître des problèmes de perturbations digestives, les vaches à qui on donne du grain, par exemple, alors il y en a qui supportent plus ou moins, même celles qui supportent ont quand même des perturbations digestives, des problèmes d'inflammation, inflammation de la muqueuse notamment, hein, et des intestins, et puis surtout des problèmes de maladies microbiennes, et notamment dans ces étables mal nettoyées, peu nettoyées, etc. Les vaches dans les étables bretonnes, par exemple, on ne sortait le fumier que lorsque les cornes des vaches touchaient le plafond. Hein. Autrement dit, pas souvent. Hein. Résultat, alors à l'époque, on ne le sait pas, mais maintenant on sait l'expliquer, il va y avoir une véritable épidémie, par exemple, de tuberculose bovine. Et cette tuberculose bovine, évidemment, va se transmettre par le lait à la population humaine. Et comme par hasard, la fin du 19e siècle voit une véritable explosion de la tuberculose dans la population humaine, d'où la multiplication des SANA, des sanatoriums, etc. C'est un véritable fléau, notamment dans les villes fin 19e, début 20e. C'est dû justement à ce développement de la consommation de lait, à un lait dans des conditions hygiéniques, évidemment, maintenant qu'on déclarerait impropre
à la consommation. Troisième étape, ça vous le connaissez, hein, c'est l'étape de l'élevage industriel qui apparaît donc dans les années 1950. Alors, ça apparaît, je dirais, clé en main dans les années 1950, importé des États-Unis. C'est le modèle américain qui est importé dans les années 50 en Europe et en France en particulier. Mais ce modèle américain, il est né de premières expériences et de premières idées en Europe au XIXe siècle. Hein, les cochons qu'on ne sort plus. Je ne sais plus si j'ai une... Non, je ne l'ai pas là. Les cochons qu'on ne sort plus, les vaches qu'on sort de moins en moins, etc. Et en fait, les principes même de l'élevage industriel est inventé par... ce sont les paysans qui les trouvent. Alors simplement après, les zootechniciens, les agronomes, etc. vont industrialiser ça, théoriser ça, rationaliser tout ça. Mais là aussi, beaucoup de sociologues, ethnologues, etc., qui réfléchissent, philosophes qui réfléchissent actuellement sur l'élevage, ont l'impression qu'il y a eu une rupture. Avant, il y avait l'élevage traditionnel de papy et mamie qu'on a vu dans les fermes quand on était petit et que l'on part de tous les lauriers. Et puis maintenant, il y aurait l'élevage scandaleux, industriel, etc. L'histoire montre que ça ne s'est pas du tout passé comme ça, que l'élevage qu'on a transformé en image d'Épinal, c'est un élevage récent du 19e siècle, et que cet élevage industriel, il prend racine dans l'élevage du 19e siècle. Il n'y a pas la rupture que les sociologues, ethnologues, philosophes ont tendance à mettre en place. Alors, cet élevage industriel, plusieurs caractéristiques. C'est que, première caractéristique, c'est les animaux. C'est la fin de la tendance qu'on a vue, par exemple, en Normandie, où au départ, les vaches étaient en troupeau, laissées plus ou moins libres, puis ramenées autour des fermes, puis installées dans les fermes. Maintenant, on ne les fait plus sortir. C'est finalement la fin d'une tendance de 2 siècles, quasiment. Donc ces vaches, dans le cas le plus abouti, le plus industriel, ces vaches ne sortent plus, mais elles sont libres de leur mouvement parce qu'on développe ça à l'époque de l'exode rural. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre dans les fermes, et donc l'idée, c'est de faire aux vaches une partie du travail qui autrefois était fait par les hommes, par les vachers ou par les vachères. Et ce sont les vaches elles-mêmes maintenant qui vont chercher leur nourriture ou qui vont boire, voire même, on verra avec les robots, qui vont se faire traire. Toutes choses, évidemment, qui étaient là occupées par des garçons ou des filles de ferme jusqu'au milieu du XXe siècle. Deuxième rupture, c'est une rupture d'atmosphère. Les paysans qui vont faire cette conversion laitière pensent que pour les bêtes, il faut une atmosphère moite. C'est comme ça qu'elles profitent le mieux, c'est comme ça qu'elles produisent le mieux. C'est pour ça d'ailleurs que les étapes de l'époque sont des étapes fermées. On aère très peu, on change très peu le fumier, il faut que ça soit humide, chaud et humide. On pense à l'époque que c'est comme ça que les vaches profitent le mieux. Ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qui profite bien aussi dans cette atmosphère, ce sont les microbes, évidemment. Mais on croit en cela. Et lorsqu'on découvre justement le problème de la tuberculose, des microbes, etc., on invente, avec l'élevage industriel, un élevage totalement inverse, c'est-à-dire cette fois-ci, courant d'air, étable grande ouverte, comme là, et au contraire, on veut un air froid et sec. Et évidemment, il va falloir que le troupeau bovin s'habitue à ce changement de conditions, qui est un changement à 180 degrés ou 360 degrés. Et ça ne se fait pas non plus. Il va y avoir des vaches individuellement qui vont s'adapter, et donc on va les faire se reproduire. Et là aussi, celles qui ne s'adaptent pas, elles n'auront pas de descendance. Bon, je termine vite puisque le temps arrive. Alors, avec ces vaches, on a autre aspect, ce sont les aliments, cette fois-ci, de remplacement, aliments industriels de remplacement, qui remplacent l'herbe,
mais qui entraîne l'élevage dans une espèce de cycle infernal, parce que cet aliment de remplacement permet de faire produire plus de lait, mais la vache qui produit plus de lait a besoin de manger plus. Et donc on va inventer dans les années 60 les aliments énergétiques, parce qu'on voit réapparaître les phénomènes de carence. Ces phénomènes de carence qui avaient disparu, qui étaient apparus avec la conversion, on les voit réapparaître. Donc on va inventer les aliments énergétiques, mais ces aliments énergétiques, c'est une course sans fin, puisque l'aliment énergétique va faire disparaître les carences, va faire produire plus, mais l'animal va devoir manger plus. Et au bout d'un moment, on se retrouve devant une impossibilité. On a beau transformer les animaux, on n'arrive pas à les faire manger plus. On n'a pas encore transformé l'appareil digestif et la rapidité de broyage suffisamment pour que l'animal mange assez par rapport à ce qu'il doit produire. Et donc on voit revenir les problèmes de carence. On voit revenir aussi des problèmes de mammites, des problèmes de maladies des mamelles qui avaient disparu, qui étaient apparus avec la conversion laitière, qui reviennent de nos jours, parce que l'intensité de la demande est trop forte. Et on a beau avoir une hygiène plus développée que dans les fermes de la fin du 19e siècle, le travail de ces mamelles, des traillons, etc. est tel qu'on a à nouveau des maladies de la fonction laitière qui avaient disparu dans un premier temps. Et on voit maintenant apparaître, et je terminerai avec ça, on voit surtout maintenant apparaître des problèmes qui se développent depuis les années 80-90, surtout 90, des problèmes de troubles de fertilité. Il y a de plus en plus de vaches qui ont des troubles de fertilité après le premier veulage. Et par exemple, les Primolstein, 30% des Primolstein sont envoyés à l'abattoir pour problème d'infertilité, ce qui est absolument conséquent. Et puis on voit aussi des vaches de plus en plus malades après le premier veulage, après la première lactation. Et ce sont non plus donc des troubles microbiens comme la tuberculose, mais ce sont vraiment des troubles de la fonction laitière. Ce qui fait qu'on voit maintenant des vaches être mis au rebut, enfin envoyées à la boucherie, au bout d'un veulage, une lactation, 2 volages, 2 lactations, c'est-à-dire envoyées à la boucherie très très rapidement. Et là, on voit très bien qu'on est devant une espèce d'impasse. Il y a des éleveurs qui commencent à s'en rendre compte, d'impasse, parce que là, on a beau vouloir transformer physiquement les animaux, on est devant un mur. L'animal n'arrive plus à suivre par rapport à ce qu'on lui demande. Actuellement, par exemple, une Primolstein produit en lait l'équivalent chaque année pour nourrir 30 veaux. Or, la production naturelle, c'est 1 veau par an. Là, on est à 30 veaux. Donc évidemment, ça entraîne des problèmes maintenant biologiques extrêmement importants. Et par exemple, celui-ci, on se retrouve avec des vaches qui produisent trop, et qui produisent trop par rapport à elles-mêmes, et avec le problème, un problème parallèle, c'est que maintenant les éleveurs voudraient bien ne plus être autant prisonniers de ce travail vis-à-vis des vaches, et on voit une demande des éleveurs maintenant pour ne traire plus que 2 fois par jour, et non plus 3, voire pour ne traire plus qu'1 fois par jour. Mais alors là, on est en totale contradiction entre des éleveurs qui demandent de traire qu'1 fois par jour et des vaches qui produisent de plus en plus. Et on se retrouve avec ce genre de vache qui est le symbole même de la contradiction de ce qui est possible de faire et de ce qu'on demande. Alors je termine en revenant avec cette image de Benjamin Rabier, que certains font comme une image de ferme traditionnelle. C'est pas du tout une ferme traditionnelle. Si vous regardez son veau, il est attaché. Benjamin Rabier, alors je ne sais pas où il est allé dessiner cette image, mais Benjamin Rabier nous présente une vache là de la première étape de la conversion laitière, à l'époque où la vache a encore besoin d'avoir son veau pour lui donner son lait, mais le veau, évidemment, on l'attache pour qu'il n'aille pas boire le lait. Donc c'est pas du tout une image d'Épinal, c'est au contraire une image, mais on ne la lit pas comme ça de nos jours, c'est une image qui montre au contraire une époque
de la vie des vaches laitières, qui a maintenant évidemment disparu. Mais tout ça pour dire que les vaches laitières, mais les vaches en général, les chevaux, etc., tous les animaux, ont une histoire. Il n'y a pas du tout une espèce d'intemporalité où tout aurait été beau autrefois et tout serait vilain de nos jours. Les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Bon, je m'arrête pour laisser la place à la discussion.